Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon travail sur le livre audio Le Sang Noir de Louis Guillou, et plus précisément de mon travail sur les voix. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je vous propose un petit aperçu des coulisses. Venez. Alors un épisode du Sang Noir, c'est plusieurs choses immuables. La première chose, c'est que je ferme les 3 portes de l'appartement pour être sûr que le son ne se barre pas dans tous les sens. Acoustiquement, ça me semble mieux. Au préalable, j'ai ramené tout mon petit matériel sur la table où j'enregistre et donc je vais vous présenter tout ça. La toute première chose, c'est la chaise, évidemment. C'est la chaise que j'aime pour enregistrer. Ça peut paraître idiot, mais chaque détail pour moi est important quand je fais mes épisodes. Elle est simple, elle est sobre, elle ne grince pas, elle est confortable, je me sens bien dessus. Et avec le temps, voilà, c'est devenu la chaise sur laquelle j'ai fait, je pense, l'intégralité du livre audio. La seconde chose, donc, mon matériel. Je vais brancher mon micro. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui aiment bien l'audio ou qui s'intéressent à ce genre de choses, moi j'utilise un Lauten Audio LA220. C'est un bon micro de milieu de gamme, je dirais, si vous êtes intéressé pour faire de l'audio, des livres audio, des podcasts, ce genre de choses. C'est un micro qui doit être dans les 300-400 € de mémoire. C'est pas du matériel professionnel de studio, mais si vous êtes comme moi un amateur éclairé, on va dire, c'est très bien. Ensuite, évidemment le filtre anti-pop pour éviter les dans le micro qui sont quand même assez désagréables à l'écoute. Ce micro, il est branché en XLR, donc qui est le câble à ma carte son, qui est une Audient ID14. Pareil, bonne petite carte son à 2 entrées, qui doit être aussi, je pense, dans les 200 à 300 €, du bon matériel de milieu de gamme. Et enfin, pour l'enregistrement même, j'utilise Reaper. Reaper, c'est un bon logiciel qui est gratuit, qui est très très facile à prendre en main et que je recommande fortement parce que franchement, voilà, même moi qui ne suis pas un sorcier en informatique, je l'ai maîtrisé très facilement. Petite précision, pour celles et ceux d'entre vous qui justement seraient intéressés pour faire des livres audio ou enregistrer par exemple vos textes, vos poèmes, vos nouvelles, que sais-je, je recommande fortement de prendre un micro comme celui-ci avec de l'XLR, XLR, les 3 lettres, que vous branchez en XLR à une carte son. Pourquoi ? Parce que les micros en USB, c'est-à-dire des micros où vous avez une prise USB ici qui se branche dans votre port USB là-bas, c'est tout simplement de la daube. Ensuite, pour finir un petit peu cette panoplie, il y a le verre d'eau. Le verre d'eau, c'est pareil, c'est comme la chaise, ça peut sembler un peu idiot, mais ça ne l'est pas. Parce que j'ai essayé diverses boissons pendant que je travaillais à ce livre audio. J'ai bu du café, j'ai bu du thé, j'ai bu des jus d'orange, j'ai bu tout un tas de choses. Ça ne m'aide pas, ça n'aide pas ma voix. Le verre d'eau, c'est ce qui est de mieux. Je bois facilement un verre d'eau complet pendant l'enregistrement des épisodes. Ça m'aide pour ma voix. Voilà, ça me fait du bien quand j'ai des passages où je dois crier, où je dois chanter, où je dois faire des voix un petit peu bizarres. Le verre d'eau est plus que bienvenu. Et pour finir ce petit aperçu des coulisses, évidemment, il y a le livre Le Sang Noir de Louis Guillou. Qui est un peu corné, voilà, que j'ai bien lu et bien feuilleté et reparcouru dans tous les sens, qui est annoté, qui a été mon outil de travail pendant 1 an. Et que en général je relis, je vais relire l'épisode en fait juste avant de l'enregistrer pour voir un petit peu la dynamique de la scène. Est-ce qu'il y a des voix compliquées à faire, est-ce qu'il y a des situations compliquées, des émotions un peu difficiles, voilà, dans quelle humeur je dois être, et s'il y a des personnages que je n'ai pas fait depuis longtemps, je vais réécouter d'anciens épisodes pour retrouver les voix. Pour cette vidéo, j'ai choisi de retenir 10 voix, voilà, donc 10 personnages principaux du livre. Il y en a évidemment bien plus, mais j'ai choisi de me concentrer sur eux puisque ce sont les plus importants dans l'histoire. Et le plus important d'entre eux, c'est évidemment Cripure. Alors Cripure, ça a été un personnage un petit peu difficile à trouver pour moi, une voix un peu difficile. D'ailleurs, pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi le livre audio du début jusqu'à sa fin, vous l'aurez probablement remarqué, la voix de Cripure a pas mal changé.
C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai un petit peu regretté avec le recul. J'ai pas fait un énorme travail en amont sur le sang noir. Il m'a été suggéré par un abonné, j'ai lu le livre, j'ai été emballé, enthousiasmé et je me suis dit allez on y va, on lance le livre audio. J'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai pas pris le temps de faire un découpage avant, de regarder le nombre de personnages, etc. Je me suis lancé, franc du collier, et on verra bien. Résultat, pour un personnage comme Cripure, où il n'y a pas forcément beaucoup d'indications de la part de Louis Guillou, sur sa voix notamment, ça n'a pas été si simple que ça. Alors j'ai pas mal étudié la psychologie du personnage, comme je le fais toujours. Cripure, c'est essentiellement quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui vit dans le regret. Il a perdu l'amour de sa vie, Toinette. Il pensait qu'elle le trompait, mais il n'était pas sûr. Il a choisi de fuir sans même être sûr. Il a même pas confronté Toinette, il a pas confronté soi-disant l'officier avec qui elle l'aurait trompé. Et au final, il s'est remis en couple avec Maya, qui est plutôt une paysanne, quelqu'un d'un petit peu rustre, qui a bon cœur, mais qui est plus, on va dire, un peu plus rustique que lui, et avec qui il est malheureux. En plus, il est infirme, on se moque de lui à cause de cette infirmité, il a du mal à marcher, c'est un érudit, mais en même temps, lui-même se moque de sa propre érudition. Le livre qu'il a écrit sur la pensée médique, il s'en fout complètement, quand on lui en parle, il s'en moque. Donc voilà, il fallait quelqu'un qui soit embrouillé, empêtré dans ses regrets, dans une tristesse, dans quelque chose de lourd. Mais pour trouver une voix juste à partir de ça, c'est pas forcément évident. Alors j'ai eu recours à une petite astuce que j'utilise en fait en général pour trouver des voix, pour trouver des personnages, et que je vais d'ailleurs vous partager pour tous les personnages du sang noir. J'ai pensé à un animal. Et pour Cripure, l'animal qui s'est imposé, c'est le panda. Ce côté un petit peu massif, qui se déplace pas forcément très bien, ni très vite, assez placide, et le fait qu'il porte tout le temps la fameuse peau de bique, je l'ai vu un peu comme une espèce de type un peu comme ça, un peu voûté, et vous voyez que je commence déjà à entrer dans la voie de Cripure, même avec le physique, qui était Maya, vous voyez, un peu comme ça, et puis oh, mais je ne sais pas, Maya, et puis, oh... Et au final, juste avec cet imaginaire-là, le panda, la peau de bique, un peu voûté, un peu râleur, j'avais la voix. Ne croyez pas, pourtant, ne croyez pas que je ne pense pas à sa souffrance à elle. Chaque jour, à chaque heure du jour, ô malheureuse, et depuis tant d'années, toute une vie sans elle, et moi fidèle. Le second personnage, évidemment, après avoir parlé de Cripure, c'est Maya. Alors Maya, comme la majorité des personnages de ce livre, c'est un personnage que Guillou a rendu mi-comique, mi-tragique. Elle est comique parce qu'elle est agaçante. Elle remplit constamment l'espace sonore, elle a un côté braillard, on l'imagine un peu stridente, rentre dedans, elle a un côté un peu bulldozer, Maya. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un de pratique, et son extrême franchise dans ce monde un petit peu de masque, de menteur, de manipulateur, ça fait du bien. Pour Maya, pour reprendre un petit peu mon image, ma théorie de l'animal, j'ai pensé à un oiseau, une sorte de pie, un petit peu, un côté un petit peu jacasseur. Il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que Guillou la compare dans le livre à certains moments à une pie. Et puis sinon, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des vidéos de femmes paysannes des années 40-50. Et c'est de là assez naturellement qu'est venue cette diction. Donc la diction un peu paysanne. Mais en même temps, je voulais pas que ce soit trop caricatural, il fallait trouver une espèce de juste milieu justement entre le côté énervant, côté un peu braillard comme ça, et en même temps, sa tendresse, c'est quelqu'un au final qui est très bon, Maya, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon. Donc il fallait aussi trouver une espèce de côté un peu fragile, un peu, vous voyez, un peu vulnérable, peut-être même un petit peu... presque comme un enfant parfois, que Cripure d'ailleurs pouvait avoir aussi, cette vulnérabilité un peu enfantine de quelqu'un qui comprend pas tout ce qui se passe, mais qui fait de son mieux. « Sacré vieux sorcier !» s'écria-t-elle en riant. « Oh mon Dieu, il est jamais plein. Tiens !» fit-elle en posant la cafetière sur la table. « Et qu'est-ce que tu veux dans ton café, vieux machin ?» Et en troisième lieu, j'ai envie de vous parler d'un vilain personnage.
Nabucet. Nabucet, ça n'a pas été très évident non plus. Pourquoi ? Parce que, typiquement, c'est le vilain, c'est le méchant. Et quand on fait un vilain bonhomme ou un méchant, on n'a pas non plus envie de faire une caricature. Oh, je voulais pas qu'il parle comme ça, avec des airs de méchant et de « Ouh là là, je vais vous tuer ». Si je regarde les indications données par Guillou, elles sont assez vagues. On sait simplement qu'il a une voix suave. Alors je me suis dit, on va aller dans cette direction. Nabucet, c'est quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un de très suffisant, mais qui est aussi quelqu'un de très lâche. Les adjectifs qui me venaient quand je regardais un peu ses lignes de dialogue, quand je pensais à lui, c'est coulant, ondulant, vénéneux, sorte de reptile. Et donc je me suis dit, on va pousser dans cette direction-là, c'est-à-dire aller sur une voix qui est caressante, qui est suave, comme nous dit Guillou, et en même temps, à certains moments précis, en fin de phrase ou en milieu de phrase ou sur certains mots, on sent la morsure, on sent le venin. Mais ici, Dit Nabucet. c'est la maison mère. Saint-Blême est une maison de correction où l'on recueille les... Tu sais ce que je veux dire, les petites filles vicieuses. Acheva-t-il rapidement. Et le quatrième personnage dont je vais vous parler, c'est Babino. Encore un personnage assez ambivalent de la part de Guillou, tragique et comique à la fois, ce qui est vraiment la signature du sang noir. Mais là, c'était quand même un petit peu plus facile pour moi parce que Babino, c'est quelqu'un qui est résolument dans le comique. Il est à la ramasse, il est lâche, il est grotesque, il passe son temps à glorifier l'armée alors que le pauvre, son fils va mourir à la guerre et il est même pas au courant. Et donc au final, je me suis tourné comme à chaque fois vers les indications de Louis Guillou. Et Louis Guillou, il utilise un mot principalement pour parler de Babino, c'est nasillard. Ni une ni deux, je me dis on veut un personnage à la fois comique, un peu ridicule et en même temps qui parle du nez, et je vais me pincer le nez. À côté de ça, j'ai rajouté à sa voix un aspect assez mélodique. Parfois, il va chercher pas mal dans les graves, que j'ai assez naturellement, donc j'avais cette chance-là, et parfois un peu plus dans les aigus, qui vont du coup être accentués par le pincement du nez, et ça donne une voix assez mélodique, assez ridicule, exactement ce que je cherchais en fait pour le personnage. Un petit peu comme la voix de Maya, c'est une voix qui m'a permis de me lâcher, d'y aller franchement dans le comique. Et le bon signe, c'est que en général, quand je réécoutais les épisodes avec ma compagne, il lui arrivait régulièrement de rire, et moi aussi. Donc je me suis dit, si on se fait rire nous-mêmes, c'est bon signe. Chut, motus. Je me promenais du côté de la gare, et voilà que 2 soldats m'abordent, 2 officiers. Bravo, me dis-je, voyons ce que me veulent ces messieurs. Savez-vous ce qu'ils me demandent? Je vous le donne en 1000, le numéro du régiment des ici. Mais on ne me la fait pas. Je suis un vieux singe, j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. Non seulement l'accent y était, mais aussi l'odeur. Et le cinquième personnage dont on va parler, c'est ce bon Moka. Moka, c'est un personnage que j'ai un petit peu eu du mal à cerner, au début en tout cas du livre audio. Il est doux, en même temps vif, il est étourdi, il est lunaire, un peu insaisissable en tout finalement, sauf en une seule chose, il est fidèle à Cripure. Quand je pensais à un petit animal, pour lui, ça aurait été peut-être une sorte d'écureuil, ou un petit singe peut-être. Je voulais que vous ayez un petit peu l'impression en l'écoutant que il passait un peu dans le micro, vous voyez, que hop, il est là, oh, il est reparti, oh, il arrive, oh, il repart. Il y a un truc un peu insaisissable comme ça. Mais d'un autre côté, il fallait aussi que j'arrive à retranscrire ce côté léger, vif et insaisissable dans les moments tragiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se pose pas, qu'on n'arrive pas à attraper, mais en même temps, de temps en temps, la tristesse, la gravité doit le rattraper, puisque les événements sont tragiques. Et dans ces moments-là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à saisir Moka. Et en plus, ça reste quand même une voix qui est très haut perchée, et moi, naturellement, je suis plutôt dans les graves. Mais j'ai fait de mon mieux, et je crois que j'ai pas trop mal réussi à capturer l'essence de ce personnage. Alors, ça va. À vous, une chose de ce genre n'aurait sûrement pas échappé. Ça va, reprit-il joyeusement. Mais tout de même, en psychologue, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Voilà, je vois de temps en temps une mouche. C'est très difficile à définir. Elle passe généralement très vite. Une mouche géante qui ne vole pas, qui rampe. Elle passe comme un éclair et elle vient toujours de la gauche et d'en haut. Vrout, comme ça, de biais, et par là. Fit-il en agitant vers le sol une main frétillante.
Et le 6e personnage dont je vais vous parler, c'est Kaminski. Louis Guillou le décrit régulièrement dans le livre comme quelqu'un de plutôt gras et plutôt satisfait. Alors moi, dans mon petit bestiaire personnel pour inventer les voix, j'ai tout de suite pensé à un morse. Une autre chose aussi que Guillou nous apprend, c'est qu'il est polonais. Alors j'ai regardé quelques vidéos, j'ai fait quelques recherches, j'ai essayé de trouver des gens polonais qui parlaient français, et au final, peut-être que mon imitation est un petit peu grossière ou un petit peu maladroite, j'ai fait de mon mieux, mais en tout cas j'ai l'impression que j'ai pioché dans une espèce de mélange entre de l'allemand et du russe. Pour rester dans la thématique du morse, je lui ai fait une voix assez grave, assez pesante, assez grasse, je le disais. Mais en même temps, comme c'est un personnage, on va dire moralement assez ambivalent, je voulais pas que ce soit une voix trop monocorde. Je voulais pas rester tout le temps sur la même note comme ça. Je voulais une voix un peu mélodique, qui monte et qui descende. Parce que c'est quand même un drôle de personnage, Kaminski. À un moment du livre, Simone le voit être extrêmement ému par des prisonniers allemands. Il veut absolument qu'on les fasse rentrer, il veut les faire boire ou les faire manger, il veut leur donner de l'argent. D'un autre côté, c'est un personnage qui passe une bonne partie du livre à, n'ayons pas peur des mots, torturer psychologiquement la pauvre Madame de Villaplane. Et il y a la scène quand même savoureuse du repas où ils sont tous ensemble justement dans la pension de Madame de Villaplane, si je dis pas de bêtises, et il leur raconte des anecdotes complètement ignobles sur sa propre vie. Bref, tout ça m'a inspiré pour faire une voix complexe, à la fois grave, à la fois avec un accent, à la fois mélodique, et je pense que ça a donné au personnage une certaine épaisseur dont je suis assez fier. Non, figurez-vous, ma mère adorait les lapins. Mais attendez, ma mère n'était pas une fermière, elle apprivoisait les lapins. Il y avait toujours une dizaine de petits lapins qui trottaient dans la maison. Elle les peignait, les parfumait, passait des heures à les caresser. De temps en temps, j'en pendais un. Et juste après Kaminski, de qui vous parlez sinon de Madame de Villaplane? Alors en premier lieu évidemment, je me tourne vers Guillou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Madame de Villaplane, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, un pédigré, qui a d'illustres ancêtres. On apprend aussi qu'elle est très sévère, puisqu'elle tient sa pension d'une main de maître, ou de maîtresse plutôt. Pas d'entrée ou de sortie, je crois, après 22 heures. Pour les hommes, interdiction de recevoir des femmes. Elle est aussi très intrusive. Elle aime bien regarder au plafond dans la chambre de Kaminski pour voir ce qui trafique. Et d'un autre côté, c'est un personnage très romantique, très passionné. Moi, à chaque fois que je lisais des extraits de Madame de Villaplane, je sais pas pourquoi j'avais cette voix un peu dans la tête, la passion, vous voyez, en espagnol, avec des guitares comme ça. Et enfin, le dernier aspect du personnage, c'est que progressivement, elle est de plus en plus désespérée, de plus en plus méchante, et tout ça à cause de Kaminski. Au final, je suis parti sur une voix un peu perçante, une voix qui dans ma tête évoque un peu une duchesse, vous voyez, donc quelqu'un avec un certain port de tête, qui a l'habitude d'exiger, d'ordonner, et qui attend qu'on exécute ses ordres. D'ailleurs, je sais pas du tout pourquoi, mais pour reprendre ma métaphore animalière, avec elle, je voyais une autruche. Pour un jour, s'écriait-elle. Eh bien oui, pour un jour. Ernestine, donnez une chambre à ce monsieur. Pour un jour, rien que pour un jour. J'ai peut-être un petit peu perdu la voix de Madame de Villaplane, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et le 8e personnage de cette liste, c'est le Capitaine Plaire. Et comme son nom l'indique, Guillou l'a typiquement imaginé comme un homme de l'armée. C'est un homme qui est plutôt grand, en bonne condition physique, bien conservé. C'est un homme qui se contemple beaucoup aussi, il a un côté très narcisse. Alors pour m'amuser un petit peu avec le Capitaine Plaire, j'ai imaginé qu'il avait une espèce de déformation professionnelle un petit peu, où il parlait en braillant, en gueulant tout le temps, comme s'il était en train de commander des troupes. Pour ajouter un petit quelque chose, un petit je ne sais quoi à sa voix, j'ai choisi de le faire crier mais en gardant les dents serrées. Et quand il parle de façon intense et brève, un petit peu comme un coup de feu. Donc ça donne comme ça, et c'est un peu éruptif. C'est un personnage qui au final n'est pas très fin quand même globalement. Il s'est fait un petit peu rouler dans la farine, il admire beaucoup Nabucet alors qu'il le connaît très mal, il se rend compte à la fin du livre que c'est peut-être pas quelqu'un de très fréquentable quand même.
Il y a un passage dans le roman où Guillou lui fait évoquer ses fantasmes, notamment celui dans ses vieux jours d'avoir une petite bonne, dont on comprend qu'elle sera son esclave, hein, à tous les niveaux et dans tous les sens du terme. Voilà, c'est avec moi que tu te battras. Demain. Dès demain matin, 2 de mes camarades officiers se tiendront à la disposition de tes témoins. Et puisque tu tiens tant à l'épée, j'espère que tu choisiras encore l'épée en ta qualité d'offensé, salaud. File, rentre qu'on ne voit plus ta sale gueule. Et plus vite que ça! Hurla le capitaine, en se précipitant encore sur Nabucet, la main haute. Et la 9e voix de cette liste, c'est Forel. Forel, ça a été une voix difficile pour moi. Si je me tourne du côté de Louis Guillou, j'ai pas vraiment d'indication sur sa voix, j'en ai même pas du tout en fait. Et donc j'ai mis un petit peu de temps, j'ai dû faire sortir une interprétation strictement basée sur les caractéristiques du personnage. Alors Forel pour moi c'est 2 choses principales. La première c'est que c'est un tribun, c'est un homme politique, donc c'est un homme qui a l'habitude de s'exprimer en public. Donc il devait avoir à ce niveau-là un certain charisme, une certaine aisance d'orateur. Et d'un autre côté, il fait partie, un peu comme Moka ou comme Lucien, des personnages de confiance. C'est quelqu'un qui a une morale et qui va en général aider les autres s'il le peut. Donc je lui ai fait une espèce de voix un peu comme ça, voyez, qui est un peu plaire mais sans le côté militaire, puisque c'est dans les graves, donc c'est un peu les voix que j'aime bien faire naturellement. Donc une voix un peu comme ça. Et ensuite j'ai rajouté une espèce de léger défaut de prononciation, qui est pas vraiment un zozotement, je sais pas comment on pourrait le décrire, mais qui est une espèce de truc un peu comme ça. Et je trouvais que ça lui donnait un charisme, ça lui donnait une espèce de vulnérabilité ou de fragilité dans la voix. C'était pas juste une voix de tribun, de stentor, hein. C'était plutôt quelque chose où on sent qu'il y a une vulnérabilité derrière. Excusez-moi mon cher maître, dit Forel. Je ne suis pour rien dans cette plaisanterie grotesque. Je sommeillais à moitié dans la voiture. Nous avons voyagé toute la nuit. Et c'est ce Godeluro qui m'a réveillé avec sa manivelle. Je n'ai pas eu le temps. Mais regardez-le, entendez-le rire. Corbin! Et la dernière voix dont je tenais à parler dans cette liste, c'est la voix de Lucien. Pour Lucien, de la part de Louis Guillou, on n'a pas d'indication, à part peut-être qu'elle est douce. C'est probablement l'un des personnages les plus sensés de ce roman. Il fuit la guerre, déjà, il refuse de se battre, il va déserter. Il ne juge pas les autres personnages, il les écoute, il prend part un petit peu à leurs histoires, mais finalement il s'en détache un peu. Il respecte Cripure, mais il ne l'idéalise pas, au contraire de d'autres, comme Moka par exemple. Au final, c'est quelqu'un de sensé, un peu en retrait, qui ne prend pas parti. Au final, pour moi, Lucien, c'est un petit peu comme un chat. C'est quelqu'un qui participe quand il veut, mais qui le reste du temps se distancie, se laisse pas forcément facilement approcher. Et pour faire sa voix, j'ai juste un tout petit peu modifié ma propre voix en la rendant peut-être un peu moins rocailleuse, un peu moins agressive. Je peux avoir des intonations un peu agressives parfois, juste en la rendant un peu plus douce. Voilà, comme ça, un peu plus douce. Rien. Quelque chose comme un signe, si vous voulez, dit Lucien en se ravisant. Un avertissement. Mais laissons le pauvre Cripure. Nous avons eu une conversation douloureuse hier. Dans une certaine mesure, Cripure est un homme déchu qui n'a plus rien que sa déchéance à chérir. Mais encore une fois, laissons. Ce n'est pas le moment de vous raconter cela, mon cher Francis, dit Lucien en se levant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaiterais la terminer en remerciant quelques personnes. D'abord, Fab Belmont, merci à toi, puisque c'est grâce à ta suggestion en commentaire que j'ai réalisé ce livre audio. Ensuite, Alain, merci Alain d'avoir été aussi consistant, aussi régulier dans tes encouragements et tes commentaires. Merci aussi Dominique de m'avoir soutenu à la fois dans les commentaires et financièrement, c'était très précieux pour moi. Et enfin Tacitus qui commente régulièrement les épisodes et qui suit assidûment les aventures de Cripure et toute la clique. Et en dernier, il faudrait bien évidemment remercier Louis Guillou de nous avoir écrit un chef-d'œuvre comme Le Sang Noir. La version complète du livre audio arrivera très bientôt sur Georges en Poésie. Et moi je vous tiens au courant bientôt, je pense, des prochains projets. Pour l'instant je vais faire un break, je vais aussi chercher activement du travail puisque j'étais au chômage depuis quelques mois et j'ai grand besoin d'un salaire. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut!